Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous d'information tous les matins du lundi au jeudi sur Radio JM. Nous sommes le mercredi 27 septembre et voici les titres de cette édition. Un contrôleur agressé hier matin sur la ligne T1 au tramway. L'incident a eu lieu peu avant 7h lors d'un contrôle de titre de transport près de la gare de la Blancarde. L'agent de la RTM, âgé de 50 ans, aurait reçu un violent coup à la tête, provoquant une fracture du nez et une incapacité temporaire de travail de 5 jours. C'est un bilan estival plutôt positif. Les autorités évoquent une baisse de la délinquance sur le littoral marseillais, en cause des dispositifs efficaces mis en place entre la police municipale et nationale. Les vols avec violence ont baissé de 10% par rapport à l'an passé, tout comme les cambriolages qui eux aussi ont baissé de 8%, a affirmé Frédéric Camilleri, la préfète de police des Bouches-du-Rhône. 20 000 logements, voilà ce qu'il manque à Marseille. Le marché de la construction neuve est en chute libre avec une mairie qui délivre 12% de permis de construire en moins par rapport à l'an passé. Le maire de Marseille, Benoît Payan, préconise plutôt une concertation auprès des propriétaires fonciers institutionnels comme l'armée ou l'État pour mettre les terrains disponibles sur la table et ainsi construire mieux et plus. Fin de citation. Je vous en parlais déjà hier, l'incertitude subsiste à la commanderie. L'OM n'a toujours pas désigné son nouvel entraîneur, mais le nom de Christophe Galtier commence à se faire entendre un peu partout dans la cité phocéenne. C'est en tout cas arrivé aux oreilles d'Avi Assouli qui a confié à Magali Barthès ses pronostics. Écoutez-le. On a entendu des noms comme Rudy Van Nistelrooy, Roberto Donadoni, l'italien, mais c'est vrai que Galtier a été approché. Et quid de Galtier? Parce que dans le système de Pablo Longoria, vous savez, il y a les anciens Stéphanois qui sont là, que connaît bien Galtier puisqu'il était à Saint-Étienne à l'époque. Donc voilà, c'est le problème. Est-ce que la direction va pouvoir pousser? Parce que c'est vrai que Galette, comme on l'appelle, est un ami du directeur général. Voilà, c'est quand même intéressant. Il y a Stéphane Tessier qui est le directeur général, mais aussi David Friot et Grégory Lamela qui poussent à la venue de Christophe Galtier. Donc on va attendre encore un peu, mais ça devrait... La fumée blanche va bientôt être aperçue en haut de la commanderie du centre Robert-Louis Dreyfus. Si vous recherchez un artisan, plus besoin d'errer indéfiniment sur Internet, le syndicat des artisans du bâtiment lance un site gratuit de mise en relation entre usagers et entreprises. Il vous suffit d'aller sur le site trouvermonartisan.com. Ce site permet de limiter les arnaques car chaque entreprise est minutieusement sélectionnée par la CAPEB, le syndicat patronal de l'artisanat du bâtiment donc. 10 000 entreprises marseillaises sont déjà référencées. En ce début d'automne, l'Appel du Large vous propose de vous immerger dans l'histoire du port de Marseille et de son emblématique digue. Isabelle Brémond, directrice générale de Provence Tourisme, vous en donne un avant-goût au micro de Magali Barthès. On a des visites culturelles et des pique-niques qui sont organisés, donc à la fois samedi 30 et dimanche 1er, et puis le 7 et 8 octobre prochain. Donc avec plusieurs possibilités et plusieurs tarifs possibles, aller sur la digue à 6 €, mais on peut aussi faire un pique-nique et une visite culturelle, on peut faire l'ensemble, enfin voilà. Les tarifs vont de 25 € à 55 selon le souhait en fait du visiteur. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à aller sur le site mpgastronomie.fr. C'est mercredi et le mercredi c'est sortie ciné. Nathan Sperling est allé à la rencontre de Frédéric Perrin, le directeur du cinéma Le Prado dans le 6e arrondissement. Écoutez ses recommandations. Moi j'ai adoré Oppenheimer. Voilà, donc on continue à le garder. Ça va être la dernière semaine. Donc jusqu'à mardi, il n'y aura qu'une seule séance à 20h45. Mais bon voilà, c'est un film exceptionnel, c'est un grand spectacle. Alors malheureusement, il n'est plus dans la grande salle Premium, parce qu'il fallait vraiment le découvrir dans cette salle, qui est la salle magique du Prado. Mais vraiment, n'oubliez pas d'aller voir ce film encore une semaine, parce que vous ne le regretterez pas. On finit par la météo avec des températures plus fraîches, 18 degrés ce matin, et ça remonte bien jusqu'à 26 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'invité de la rédaction. Je reçois aujourd'hui Dominique Lafont, directrice du festival du film israélien à Carpentras et Saint-Rémy-de-Provence à partir de ce vendredi 29 septembre et jusqu'à lundi. Zoom sur sa programmation exceptionnelle pour la 13e édition. C'est tout à l'heure à 13h dans la case L'invité de la rédaction sur le 90.5.
Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal, le nouveau magazine d'information, l'Instant Mag. Cherchez des solutions pour une planète durable. Tels sont les défis des deux rives de la Méditerranée. Alors depuis 5 ans, l'événement Méditerranée du futur est un rendez-vous incontournable de l'adaptation au dérèglement climatique. Et Magali Barthès était présente vendredi dernier pour l'acte 6 de cet événement. Reportage à suivre sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin. L'Instant Mag de Magali Barthès. Chaque goutte compte. L'eau, c'est la vie. L'image associée à l'acte 6 de l'événement Méditerranée du futur était appropriée pour exprimer l'urgence de la situation. L'État n'est pas le seul acteur et les régions bordées par la Méditerranée ont clairement un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. À l'issue de cette matinée, Renaud Muselier, président de la région Sud et président délégué de Région de France, résumait en quelques mots tout l'intérêt d'une macro-région Méditerranée qu'il appelle de ses voeux. Même si on a besoin des États, on a besoin de multilatéralisme, on a besoin d'une stratégie globale quand même, parce que le monde est globalisé, on a besoin du dernier kilomètre. Et le dernier kilomètre, c'est tous ceux qui sont ici présents et qui représentent chacun leur pays, tout en respectant la souveraineté de leur pays dans le cadre de la dimension internationale. Et quand vous mettez un peu autour de la table quand même nos amis, par exemple arméniens qui viennent ici tout le temps, tous les ans, mais qui viennent malgré encore leurs problèmes de guerre. Quand vous mettez les Israéliens et les Palestiniens, vous mettez les Égyptiens, vous mettez les Algériens, vous mettez les Tunisiens, vous mettez les Mauritaniens, et que vous mettez dans ces pays qui viennent des grandes collectivités comme Alger ou les Mauritaniens, on se retrouve dans des histoires, nous, au quotidien, comment on fait pour livrer nos millions de mètres cubes d'eau ou non pour nos concitoyens. Et ce n'est pas la dimension internationale qui va apporter la réponse pour la vie au quotidien. Et on a besoin de cette urgence. Et dans cette urgence-là, quand on voit la rive nord, nous on a pris dans la rive nord notre démarche. On a ici 3 régions espagnoles, on a 3 régions françaises, on a 3 ou 4 régions italiennes. On a cette démarche-là avec les Grecs. On a le soutien du commissaire européen qui vient avec le président de la Commission européenne venir nous expliquer comment ils ont voté la macro-région et qui en même temps ne savent pas très bien forcément comment l'appliquer au service de nos concitoyens. Et ça, c'est notre boulot ici. Son homologue, présidente de la région Occitanie, Carole Delga, le rejoint dans cet objectif de macro-région. La région Occitanie est vraiment très dynamique et très engagée sur l'idée de la macro-région, où un rapport a été voté à une très large majorité, parce qu'en effet, nous avons besoin d'avoir un cadre de coopération qui soit au-delà de l'Eurorégion que nous avons, qui agit sur certains sujets, mais nous devons vraiment bâtir cette macro-région pour répondre aux défis de la Méditerranée qui sont en fait amplifiés par rapport aux défis planétaires. Parce que nous avons une concentration sur Mare Nostrum, sur une concentration de population, une concentration des risques climatiques, une concentration des pollutions, une concentration aussi des migrations, et nous sommes vraiment convaincus que la bonne solution, c'est la macro-région, et donc nous allons y travailler. Ce rendez-vous dédié à l'adaptation climatique a été l'occasion pour Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l'Assemblée de Corse et membre du Comité européen des régions, de se faire la porte-parole des territoires insulaires. Les territoires insulaires cumulent un certain nombre de contraintes, sont soumis à des vulnérabilités exacerbées, de réchauffement climatique, d'érosion des côtes, d'approvisionnement en eau. C'est partout dans le monde, mais ça se renforce à l'échelle méditerranéenne, parce que la Méditerranée est soumise, vous le savez, à une augmentation des températures beaucoup plus forte que ce qui peut se passer ailleurs. Et nous avons donc des populations qui vivent des ressources terrestres, bien sûr, mais aussi de la mer, des ressources maritimes, halieutiques en particulier. Donc les territoires insulaires peuvent être, en Méditerranée aussi, des sortes de laboratoires à ciel ouvert pour l'expérimentation de solutions dans le domaine énergétique, par exemple, dans le domaine de la gestion de l'eau, de l'agriculture de proximité, des circuits courts en particulier, mais d'une agriculture surtout durable, et puis aussi du vivre ensemble. Parce que sur le continent, effectivement, vous pouvez, si vous avez de la spéculation foncière, si vous avez une anthropisation du littoral qui est trop forte, trop de tourisme et de l'augmentation des loyers, vous pouvez prendre le train et aller un peu plus loin. Nous, on ne va pas plus loin. Plus loin, c'est la mer.
Si le rapport appuyant la création d'une macro-région a été adopté à l'unanimité par le Parlement européen, il reste encore à attendre son approbation par le Conseil de l'Union européenne. Vous le savez, l'ODD 6, le 6e objectif de développement durable, est de garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Mais pour Raouda Gafrej, ingénieure-chercheuse à l'Université de Tunis El Manar, experte internationale dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau, nous sommes pour l'instant loin du compte. La question de l'eau devient de plus en plus complexe parce que pendant des années, on a oublié des éléments fondamentaux. Quand on parle de l'eau, souvent on évoque l'eau bleue, c'est-à-dire l'eau qui est retenue dans les barrages ou dans le sous-sol. Mais en réalité, on ne vit pas que de cette eau. On vit d'une autre eau ou de deux autres eaux qui sont l'eau verte qui est retenue par le sol et qui permet la production de 60% des cultures mondiales. Et l'eau virtuelle qui est l'eau échangée entre les pays. Ça veut dire qu'aucun pays ne vit grâce à ses ressources internes ou qu'il partage avec ses voisins. Donc, si on regarde réellement les empreintes eau, on va voir que l'empreinte eau de chaque pays, c'est minimum 30 à 40, 50% de l'eau qui viendrait de l'extérieur du pays. Ça veut dire quoi cela? Ça veut dire que si on veut une excellente gouvernance de l'eau, il va falloir réfléchir en termes d'abord d'empreinte et il faut aussi se rappeler que le changement climatique, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que le changement climatique, c'est l'élévation de la température, mais avec l'élévation de la nature, c'est le chambardement total du cycle de l'eau. La Terre, de la même manière, ou la planète, de la même manière qu'elle a qu'une seule atmosphère, elle a un seul cycle mondial de l'eau. Ça veut dire qu'il n'y a pas un cycle de l'eau de la Tunisie, de l'Algérie, de la Mauritanie, c'est un seul cycle mondial de l'eau. Et donc, s'il ne pleut pas à droite, il va pleuvoir beaucoup plus à gauche. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Dans un même pays, vous pouvez avoir des sécheresses très prolongées et vous allez avoir de l'eau d'une année, des fois en quelques minutes, quelques heures, que vous n'allez pas pouvoir stocker parce que le sol est dur, il ne va pas pouvoir s'imbiber de cette eau, etc. Ça veut dire que avoir pris le marqueur température pour l'accord de Paris est totalement faux. Le principal marqueur, c'est le cycle de l'eau, c'est l'eau. Et comme le financement de ce secteur, rien que l'ODD 6, si on regarde le rapport de l'OCDE de 2022 sur la finance de l'ODD 6, il faut 1000 milliards de dollars par an jusqu'en 2030, alors que l'accord de Paris a prévu un financement, un plancher certes, de 100 milliards de dollars par an pour lutter contre le changement climatique. Donc, c'est du n'importe quoi. Les quantités d'argent qu'il faut, d'investissement sont énormes. Rien que pour le DD6, sans parler de la sécurité alimentaire. Donc, celui qui a de l'eau, il va avoir le pouvoir. Et si on ne réglemente pas ce pouvoir par une haute autorité, vous allez avoir des zones qui vont pouvoir produire, ils vont faire de la spéculation. Les prix, il y aura la volatilité des prix et les gens ne vont pas mourir de soif, mais ils vont mourir parce qu'ils n'auront pas quelque chose à manger. Parce que l'être humain, s'il consomme entre 100 et 150 litres par jour, eh ben, il mange 6000 litres par jour. Et puisque ce n'est qu'ensemble que nous serons en mesure d'affronter ces grands défis, Méditerranée du futur a souhaité aussi porter son regard de l'autre côté de la Méditerranée. L'occasion pour Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur pôle et enjeux maritimes et en duplex du Forum mondial de la mer à Bizerte, de rappeler les prochains grands rendez-vous et porter quelques interrogations. Sans être pessimiste, puisque étant diplomate et organisateur de cette conférence pour la France, je me pose des questions. Est-ce que c'est parce que nous allons faire des déclarations politiques, forcément, une centaine de chefs d'État et de gouvernement, qui vont déclarer forcément qu'ils font mieux que l'année précédente et qu'ils ont une grande vision pour l'océan? Tout à l'heure, un scientifique important du CNRS, Joachim Claudel, nous disait c'est formidable d'annoncer des kilomètres carrés d'aires marines protégées supplémentaires, mais ce sont des aires marines protégées de papier. En fait, dans le fond, elles ne protègent rien. Elles ne luttent pas contre l'exploitation de l'océan. Donc, il y a quand même, il faut le savoir, un doute général, non pas seulement des ONG, mais de l'ensemble de l'opinion publique, sur ce que les leaders peuvent faire, peuvent décider ensemble. Et donc, nous pouvons, je crois, à l'échelle de la Méditerranée ici, et c'est l'objet de cette rencontre avec vous à Marseille, qui avait tant d'événements en ce moment, félicite la région pour son dynamisme qui permet d'accueillir le Namibien et le pape,
dans des circonstances un peu différentes évidemment, mais de construire avec vous. Si vous construisez tout seul, si vous projetez vos rêves sur le reste de la Méditerranée, si nous construisons ce PAPEX tout seul, ça ne marchera pas. Il faut donc puiser dans nos différences pour faire pour la mer la même chose que ce qui a été réalisé dans le domaine de la démocratie, la civilisation, il y a 2000 ans. Vaste chantier. L'Instant Mag de Magali Barthès.